Ils vont nous parler de ce qu'ils ont vécu. Mais avant qu'ils nous parlent de cette aventure, en tout cas, moi personnellement, ça me tenait à cœur de voir ces grandes personnes. Pour moi, c'était héros et des modèles, ces personnes. J'ai énormément de respect pour les gens qui s'engagent comme ça. Ça nous dit que dans la noirceur de la période que nous vivons, il y a plusieurs lumières. Et parmi ces lumières, ces deux personnes que nous avons ici et qui nous disent que non, l'espoir de l'humanité n'est pas éteint et qu'il y a des gens qui sont humains avant tout et qui font passer leur humanité et leur engagement humain par-dessus tout, y compris leur travail, leur famille, leur environnement. Et je vais passer le micro tout de suite à Emilien Urbach. Alors moi je m'appelle Emilien Urbach, je suis journaliste à l'Humanité et c'est à ce titre que j'ai embarqué sur un des bateaux de la Global Smooth Flotilla. Parce que, alors, il y a plusieurs raisons, mais pour le journal c'était quelque chose d'inédit qui est en train de se passer en fait, parce que certes il y a eu des flottilles depuis 15 ans que le blocus est installé sur l'enclave palestinienne, mais là c'était la première fois qu'on avait autant de bateaux, c'est-à-dire qu'on était au départ une cinquantaine, autant d'humanitaires, de militants, de personnes engagées sur ces bateaux, on était presque 500, de 44 nationalités, du nord et du sud, avec des cultures militantes, avec des engagements différents, avec des histoires différentes, etc. Et le fait que, en 2 mois, en fait, ça s'est organisé. Après la marche pour Gaza, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et pour le journal, on se disait il faut absolument être présent. Et d'ailleurs, on a été le seul média français à envoyer un journaliste dessus. Alors après, personnellement, moi j'aime beaucoup la mer, je travaille, voilà, je fais d'autres choses avec des bateaux, je diffuse des spectacles sur d'autres sujets, à l'UMA, je travaille sur le dossier immigration, donc cette Méditerranée solidaire et cette Méditerranée qui souffre, je la connais aussi de ce point de vue-là. Et puis, pendant 10 ans de ma vie, j'ai travaillé dans les territoires occupés palestiniens en tant qu'auteur de théâtre. Et pendant la seconde intifada, on s'employait à faire sortir des artistes palestiniens pour qu'ils puissent venir jouer en France. Et puis, on créait des spectacles communs là-bas, ici. Enfin, ça a été pendant 10 ans des allers-retours comme ça. Donc c'était, quand le journal m'a dit « Est-ce que tu es prêt à y aller ?», c'était... j'ai pas réfléchi plus de 3 secondes. Voilà. Alors, du coup, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait franchir le pas? Aller dans un territoire où non seulement il y a une guerre, mais il y a un génocide en cours, et avec tous les risques que ça comporte. Ce qui se passe en Palestine, bon, on le sait tous ici, ça n'a pas commencé en 2023. Et c'est une injustice qui est insupportable en fait. Alors avec ce qui se passe depuis 2023, le génocide, le plan de quasi-solution finale qui est mis en place et qui est, malgré tout ce qu'il essaie de faire pour que ce ne soit pas documenté, qui est documenté. Quand on voit les discours de haine, quand on voit les enfants, quand on voit les journalistes qui se font désinguer, quand on voit l'état de la vie, tout simplement. Enfin, je veux dire, Gaza, c'était une ville moderne, quoi. Vous voyez les images qu'on a aujourd'hui, on a l'impression d'un tas de ruines, de quelques maisons dans un désert, mais c'était une grosse mégapole, Gaza, quoi. Anéantie comme ça. Et puis surtout, cette chape de plomb, je vous disais, je travaillais dans les territoires palestiniens il y a 10 ans. À l'issue de ces 10 ans, j'ai monté un spectacle
pour parler de la situation, enfin ce qu'on avait vécu avec ces artistes-là pendant 10 ans, qui s'appelait Je suis ici. Ce spectacle, il avait été soutenu par le ministère de la Culture, par plusieurs centres culturels de l'Hérault et du Gard. On avait pu le faire. Aujourd'hui, ce serait, mais c'est sûr et certain, impossible. Impossible. Mais même nous, peut-être même qu'on se dirait, bah, ça on ne peut pas le dire comme ça, hein, ça il ne faut pas le... Et de constater, enfin voilà, parce que ça, en fait, c'est une faillite de l'esprit, en fait. En plus du génocide, en plus de la crise humanitaire, il y a cette chose, et peut-être même encore plus fort en France que dans d'autres pays de l'arc latin, par exemple. Parce que c'est la mobilisation en Espagne, en Italie, même on a vu en Grèce, elle a pris une ampleur autour de la flottille. Si quand même autour de la flottille il s'est passé quelque chose que même si ici il y a eu des grands moments de mobilisation, on n'a pas atteint. Et ça doit nous questionner. Je pense que pour le coup, nos médias, nos artistes, le monde culturel en général, il en porte une grosse responsabilité parce que c'est pas la faute des militants là, qui vous acharnez depuis des années et des années. Quoi. Ça doit. Bon. Je pense qu'il y a tout ça qui nous motive à partir. Et après, oui, alors on ferait le choix de s'éloigner de la famille pendant un temps. Bon. Alors c'est vrai que c'est mon métier, c'est pas le premier long que je fais. C'est un métier, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a cette donnée risque, quoi. Et nous, comment on a géré ça avec la famille, c'est que ma compagne, elle s'est impliquée à fond dans l'histoire, en fait. Et alors qu'elle n'était pas du tout reliée à l'association, à la globale et tout ça, finalement, elle s'est occupée de faire le lien entre les Français à bord et leur famille. Et, tu vois, et ce qui fait qu'en fait, tous les jours, on était en contact, et donc en fait, elle était avec nous sur les bateaux, quoi. C'est comme ça qu'on a pu gérer cet événement. Et ce qui, après, si tu veux, tu me dis tout à l'heure, on va parler du déroulement de tout ça, mais il y a eu un moment quand on s'est retrouvé au large de la Crète, après, on en parlera tout à l'heure, mais après s'être fait bombarder en pleine nuit, il y avait beaucoup d'anxiété. C'était la deuxième attaque réelle. On se disait c'est quoi la prochaine, ça avait monté en intensité entre la première et la seconde. Et ce choix est-ce qu'on reste, est-ce qu'on continue pas, il n'y a personne, c'est un mouvement social, il y a pas, c'est certes une mission humanitaire, mais on n'est pas coordonné par Médecins sans frontières. Par exemple, Médecins sans frontières, dans une situation de crise comme celle-ci, ils ont des protocoles, ils vont protéger, enfin ils ont des protocoles qui ne protègent pas de tous les risques, mais en tout cas ils ont une expertise de ce type de terrain. Nous, là, on est 400 militants qui apprenons à se connaître, qui construisons un mouvement et une tentative, et donc personne ne peut rien garantir aux autres, personne ne peut dire non mais ne vous inquiétez pas, c'est sûr que c'est la dernière fois qu'ils nous attaquent. Et en même temps, à côté de ça, on commence à recevoir des messages, on communiquait entre les bateaux, des messages de cryptés, et on commence à recevoir des messages, mais je ne sais pas si il devait y avoir, pour certains, de la peur, peut-être qu'il y avait aussi des gens mal intentionnés au sein. Enfin, pareil, ce mouvement était jeune, c'est pas impossible qu'on ait eu des agents perturbateurs à l'intérieur de la flottille. Enfin bon, en tout cas, on a commencé à recevoir des messages qui nous alertaient sur un très 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 grand danger, des gens qui nous disaient, des élus allemands notamment, qui disaient on a reçu des informations du gouvernement dans lesquelles les services disent que Israël est prêt à couler les bateaux, quitte à ce qu'il y ait des pertes de vie humaine. Et donc là on se disait qu'est-ce qu'on va faire, Et moi pour le coup en tant que journaliste, c'est-à-dire que certes je suis militant engagé sur cette question-là, mais en même temps il y a plus d'un titre, puisque je me suis retrouvé capitaine d'un des bateaux, en fait, au final. Parce qu'en même temps, je me pose la question, bon, c'est quoi mon rôle? Là, je suis observateur de ça, enfin, ça sert à rien que j'aille mourir pour la cause, et à plus pouvoir raconter, et à plus pouvoir dire ce qu'il... Enfin, il y a plein de questions comme ça, et puis j'ai 4 enfants, et puis j'ai promis à ma femme que j'allais rentrer, et puis... Comment? Et là, ce qui te fait rester, c'est oui, mais
tous les gens là qui se mobilisent, là, tous les gens qui sont dans la rue, etc., pour qui on est ces fameux héros là, tout ça, on peut pas leur faire ça, quoi, en fait. Donc, et en plus, on sait qu'on n'est pas protégé par le gouvernement français. Ils ont été ignobles. Hein. Enfin, pendant qu'on se faisait bombarder, en pleine nuit au large de la Crète, moi j'ai appelé le Quai d'Orsay. Il voulait me passer personne au standard, il m'a passé quelqu'un quand elle a entendu une des détonations. Enfin, ah oui, d'accord, je passe la cellule de crise. La cellule de crise, la personne que j'ai vue, elle était complètement abasourdie, elle ne savait pas très bien. Enfin, là, vous me parlez d'un acte de guerre, alors c'est plus de la diplomatie, c'est quoi, c'est la défense. Elle ne savait pas. Non, mais c'était en pleine nuit, je comprends. Enfin, bon. Et en effet, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Et lorsque, le lendemain, ils ne me rappellent pas, je les rappelle, je me présente comme journaliste du journal Humanité, ils me remettent en cause, ils me disent on ne vous croit pas, enfin qu'est-ce qu'ils nous prouvent et puis d'ailleurs comment vous faites pour nous appeler avec un téléphone avec un 06? Alors on avait, sur les bateaux, on avait Starlink, etc. Enfin, non, et puis cette histoire de bombardement, là, il faut qu'on vérifie, etc. C'est comme ça. Et puis on raccroche au nez. Je rappelle, on me dit, mais monsieur, puisqu'on vous a raccroché au nez, vous comprenez bien, c'est qu'on n'a pas envie de vous parler. Donc ça, c'est la diplomatie, qui sait très bien que je suis sur le bateau, à plus d'un titre. On avait tous les participants français de la flottille avaient envoyé des courriers au consulat français. En tant que journaliste, le journal avait informé le Quai d'Orsay qu'il y avait un journaliste à bord, enfin il savait très bien. Donc c'était vraiment une sorte de déni, et la réponse qu'ils nous ont faite, officielle, parce que ce qui a marché aussi, ce qui nous a protégés, donc c'est pas eux, hein, c'est réellement vous, et c'est notamment par exemple le moment où on s'est dit, où la Globale, la délégation française de la Globale a dit prenez vos téléphones et faites saturer le Quai d'Orsay. D'ailleurs, le ministre s'est pointé à la télé pour dire arrêtez s'il vous plaît, et vraiment le standard il va exploser, donc là-dessus vous avez assuré. Ils ont été ignobles aussi avec les gens qui ont appelé. Enfin, il y a des copains, j'ai vu, qui pourraient en témoigner, ils se sont fait insulter. Je disais tout à l'heure le rôle des médias dans tout ça, mais moi je me suis senti complètement aussi abandonné par la profession. Enfin, je veux dire, certes, l'UMA c'est un journal d'opinion, enfin tout le monde le sait, ça n'en est pas moins un journal qui fait du journalisme. Enfin, nous quand on a un confrère du Figaro qui se fait enlever, on en parle dans l'UMA, hein, on va pas... Et là, excuse-moi, je suis là-dessus, parce qu'ils ont fait un traitement, tous, au conditionnel de ce qui se passait. Donc, je reparle de cet événement encore de bombardement. Et ça, pareil, enfin, pour le coup, c'est une faute professionnelle. Mais j'en ai parlé avec des confrères et consoeurs ensuite, au retour, qui disaient, mais oui, non, mais en fait, oui, il faut qu'on se questionne, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé là, sur cette phase-là, parce que je veux dire, certes, ils ont reçu un communiqué de presse de la Global Summit Flotilla qui dit nos bateaux se sont fait attaquer. Quand tu reçois un communiqué de presse d'une association, en effet, si tu ne peux pas vérifier l'information, t'en parles au conditionnel. Tu dis la FPS vient de nous dire qu'ils auraient un camarade qui a été maltraité pendant la manif à Montpellier. Mais si l'information peut être vérifiée, tu n'en parles pas comme ça. Et là, elle pouvait être vérifiée. Il y avait 400 personnes à bord, des élus, des responsables associatifs, 40 journalistes. J'étais le seul journaliste français, mais il y avait des journalistes d'autres rédactions, d'autres pays. Donc l'information, elle pouvait être vérifiée, et plusieurs fois. Et il y avait des vidéos, il y avait des images. On avait, sur tous nos bateaux, on avait installé des caméras. Donc, c'est une faute professionnelle, enfin, c'est un choix éditorial de le traiter comme ça. C'est un choix politique. Et qui justifie la posture du gouvernement, du Quai d'Orsay, quand ils mettent en doute la véracité du truc. Ça devrait être... Eh bien, notre deuxième invité, Dr Khaled, bienvenue. Bienvenue au Et ce qu'il faut noter sur ce communiqué qu'ils ont fait, hein, cette réponse
comme c'est indiqué sur le site du ministère, à tous les voyageurs qui veulent se rendre à Gaza, ça n'est pas recommandé, c'est dangereux d'aller à Gaza. Mais lorsqu'on se fait bombarder, et qu'ils sortent ce communiqué, on est plus proche de la Corse que de Gaza. Hein. Non, mais, c'est un renoncement complet, même du fait de faire respecter le droit maritime. C'est comme si, nous avait, à l'aéroport à Nice, avant de partir à Barcelone pour aller à Gaza, il avait dit que je me fais tabasser par un sioniste, t'as dit pas aller à Gaza. Enfin, c'est incroyable. La question c'est, qu'est-ce qui fait franchir le pas de laisser son travail, sa famille et son environnement, son confort, pour aller s'embarquer dans une aventure pas maîtrisée finalement, parce que c'est face à une armée et un pays qui se fout du droit et qui est en guerre et en train de commettre un génocide. Bonsoir tout le monde, je suis désolé du retard, mais je vous rejoins quand même. Je me présente, je suis médecin urgentiste et généraliste à Toulouse. Et j'ai eu la chance, si je peux dire, de faire partie de la première mission qui a pu rentrer à Gaza en janvier 2024. Je suis revenu une deuxième fois en juillet 2024 pour aller dans les hôpitaux du Nord et du centre de la bande de Gaza. J'ai essayé de repartir en avril 2025, mais comme c'est sous l'autorité toujours et au bon vouloir de l'armée israélienne, ils nous ont donné l'accord et après ils l'ont retiré une fois qu'on était sur la frontière. On a fait tout le chemin et on est retourné. On a fait une action aussi de grève de la faim pour Gaza, pour dénoncer le non-respect du droit international et des résolutions, des cours de justice, de cours de la CPI, donc cours de pénal international, et de la CIG, la Cour internationale de justice, et ce non-respect qui est commis par le dirigeant de France, disait, et les dirigeants d'Europe, parce qu'on voyait que, notamment, le Premier ministre d'un État génocidaire, d'un gouvernement génocidaire, se voyageait à travers l'Europe sans aucune punition, aucune menace contre lui, donc une impunité totale. On t'avait eu lors d'un rassemblement ici à Montpellier en direct de la flottille. Oui. Et ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que c'était quelques minutes peut-être. Ça avait commencé quelques minutes à la fin. Quelques minutes avant l'arraisonnement entre guillemets, c'est-à-dire avant. Oui, on était ensemble avec Montpellier, pratiquement. Ça a commencé parce qu'il y avait sur les radars des bateaux en avant l'Alma. Il y avait une vingtaine de navires de combat qui avançaient vers la flottille. C'était le soir du 1 octobre, c'était le soir, 20h. Du 1er octobre. Oui. Et en ce moment, vous aviez un rassemblement ici à Exactement. Montpellier. Et qui nous avait fait on le échanger un petit peu sur le déroulement de cette flottille, de cette traversée. Et qu'on était vraiment en zone rouge, donc on a été arraisonné à 61 miles. Et je m'en souviens très bien parce qu'il y avait une organisation présente avec nous qui m'avait demandé sur quel navire il était. J'avais perdu le nom du navire et j'essayais de le joindre pour avoir le nom du navire sur lequel il était. Et là, je n'arrivais plus à le joindre. Ils avaient déjà jeté vos portables par-dessus bord. Lors de l'attaque, donc il y a eu déjà le parasitage de tous les canaux radio. Et après, il y a eu une coupure de la liaison Internet à plusieurs reprises. Ça revient parce que c'est par le satellite. Il y avait cette frégate qui tournait autour et que c'était au passage des frégates. Moi, je pense que c'est un bateau brouilleur, quoi, en fait, qui nous encerclait tour à tour avant. En fait, la frégate qui nous encerclait un bateau, une deuxième qui arrivait derrière avec des jets d'eau. Et ensuite, les Zodiacs pour faire monter les soldats sur le bateau. Ouais. Mais ça, on le comprend, ça c'est loin, ça dure très longtemps. Parce que le premier bateau à se faire attaquer
c'est le Sirius, c'est le plus gros des voiliers. Et ensuite, ça commence vers 20h, à la tombée de la nuit. Et nous, sur le Mia, on est, les soldats montent à bord, il est 7h du matin le lendemain. Donc ça a duré 12 heures quasiment, cette histoire. 12 heures c'est vraiment une scène de guerre, c'est hallucinant, c'est des bruits, ces bateaux qui te passent autour, tu vois un bateau là-bas au loin, tu sais pas trop qui c'est, tu le vois, et tu comprends pas ce qui se passe, parce qu'on sait pas ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc tu peux tout imaginer, et on communique plus les uns avec les autres, tout est brouillé, il n'y a plus de communication, il y a encore un peu de trucs qui passent par une messagerie, mais c'est le bazar. On avait mis en place des protocoles pour communiquer tout ça, mais dans la panique, la peur, les décisions à prendre, on avait l'habitude de prendre des décisions de façon assez collective. Là, d'un seul coup, chaque capitaine se retrouve à gérer son propre bateau, son propre équipage, et à se dire, bon, tous les entraînements, tout ce qu'on s'est dit, toutes les préparations qu'on a faites, maintenant on va voir si ça va être opérant ou pas, quoi. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit le bateau se faire arroser, on s'est dit, quoi, ils essaient de couler les bateaux, c'est ça l'histoire. Ils coulent les bateaux, ils mettent les copains sur les Zodiacs pour les amener dans le gros. Enfin, moi je me suis fait plein de films, tu sais pas ce qui arrive. Il y a 5h du matin depuis 20h. Ils nous ont arrêtés, on a atteint 34 miles. Le barrage était à 60 et quelques. Et nous, on a avancé quand même, on a essayé de se faufiler jusqu'à 34 miles. On a repris ce chemin à droite. À droite, c'est les eaux territoriales égyptiens. On s'est fait renvoyer par les gardes-côtes égyptiens. Et la marine israélienne qui nous attendait et qui a accosté le bateau. Et voilà, et ça a commencé. Ça a commencé les menottes, les arrestations. Pour la motivation, c'était insoutenable de voir un nombre aussi important de victimes qui tombaient depuis le 8 octobre. Depuis le 8 octobre, on a vu un nombre faramineux. Cette fois-ci, ça dépassait les autres attaques et on avait un nombre. C'était insoutenable de rester sans essayer de faire quelque chose. Et donc, je me suis porté volontaire dès le je pense, 12-15 octobre, mais tout était fermé. On a eu une réponse pratiquement 4 mois après. On a eu une réponse. Donc, les Israéliens, ils ont autorisé le premier groupe à rentrer. On est parti le 22, on est rentré le 23 janvier. Voilà un petit peu les motivations. Motivation, bien sûr, morale, éthique, humanitaire, bien sûr. Bien, bravo. Et merci pour ce que vous avez fait. Je vais juste faire un petit rappel. Hein. Les flottilles, ça a commencé en 2008. Et donc, il y a eu de mémoire de 2008. Ensuite, en 2010, le Mali Marmarao qui avait fait beaucoup de bruit. Il y a eu Freedom for Palestine, je crois, si je ne m'abuse. 2011. Il y a eu 2 expéditions en 2011. Ensuite, il y a eu les Madelines, ensuite entre 2003 et 2023 et 2025, il y a eu le Andala, Madeline, Conscience et Soumoud. Vous pouvez nous dire quel était un peu le voyage et l'interpellation? Cette flottille-là, elle est partie de Barcelone avec une vingtaine de bateaux. On partait ensuite en direction de Tunis, où d'autres bateaux affrétés par les délégations des pays du Sud devaient venir faire grossir la flottille. Et puis ensuite, la flottille devait être encore grossie par les bateaux qui partaient de Sicile et quelques-uns de Grèce. Donc à chacun des endroits, tous les participants ont eu des périodes d'entraînement essentiellement à la non-violence. En fait, moi, ce que je retiens le plus, c'est cette chose-là, parce que en fait, je crois que moi, personnellement, si j'avais pas senti que c'était une exigence qu'on s'imposait à nous tous, je suis pas sûr que je serais allé
vraiment jusqu'au bout, parce que c'était la garantie, c'était la seule garantie qu'on avait qu'on n'allait pas se faire tuer, en tout cas, de notre faute, quoi. C'est-à-dire que, moi je me souviens pendant le training, le premier training, on se fait dans une salle un peu comme celle-ci, on se donne les vétérans, comme on dit, donc ceux qui avaient participé à des flottilles précédentes, nous disent de nous mettre par petits paquets de 10, on fait des cercles, on est dos à dos, et puis d'un seul coup, bon, les lumières s'éteignent, et puis il y en a de ces vétérans qui arrivent et qui nous maltraitent comme des soldats israéliens, qui nous font nous coucher par terre, nous mettre les mains dans le dos, qui cherchent nos téléphones, etc., etc. Bon, c'est du théâtre, mais ce qui ressort après, moi je me souviens d'une intervention d'une des participantes qui dit « Mais s'il vous plaît, je mets ma vie entre vos mains. Donc, respectez ce contrat de non-violence. » Ce contrat de non-violence qui était de... On n'aura pas de mots, on n'aura pas de gestes, on n'aura pas de regard qui puisse être interprété par un soldat israélien comme quelque chose d'agressif. Parce qu'il faut que la violence, ils soient les seuls acteurs. Nous, on est là pour mener une action humanitaire, une action symbolique, une action politique, pas pour autre chose. Et alors c'est dû à l'expérience du bateau turc, hein, parce que du Marmara, parce que cette exigence-là, elle a été acquise d'expérience en fait. Et en même temps, elle est essentielle, c'était réellement la condition de notre survie. Et quand les soldats montent à bord des bateaux, ils nous tiennent en joue. Je veux dire, c'est 4 personnes, enfin 4 militaires qui nous braquent. Et alors, voilà, nous on avait déjà prévu d'avoir les mains en l'air, de ne pas bouger, qu'il n'y en ait qu'un d'entre nous qui prenne la parole, qui s'adresse aux soldats pour que les choses soient lisibles, pour pas qu'il y ait de panique, qu'il n'y ait pas d'énervement, etc. Et puis on a répété ensuite ça sur les bateaux pendant la navigation, régulièrement, on se faisait des entraînements aussi aux attaques de drones. On avait anticipé, mais alors, par contre on ne savait pas qu'ils allaient arriver aussi vite, qu'ils allaient arriver à Tunis et puis en Grèce. On pensait que s'ils nous attaquaient, ça allait être quand on allait être à l'approche de la ligne rouge des côtes Gazaouis, quoi. Mais ça aussi, il a fallu l'anticiper sur un voilier. C'est des voiliers de 10 mètres, la plupart en plastique. S'il y a un feu qui se déclenche, le bateau il brûle en quelques secondes, en quelques minutes. Donc il faut se préparer. Donc on s'est préparé, on a mis en place des protocoles, des couvertures anti-feu là, des extincteurs, on a répété des scénarios, des des choses qui pouvaient se dérouler. Et ça a eu lieu dans tous les bateaux. Et ça aussi c'était rassurant de voir que dans tous les bateaux, tout le monde était attentif à ce souci, à ce qu'on prenne soin les uns des autres. Et puis en plus, c'était humainement très fort parce qu'on prenait soin les uns des autres en se rencontrant, parce qu'on était dans des bateaux avec des nationalités complètement différentes. Donc il y avait aussi ce truc ça, c'était une expérience folle à bord de cette flottille. Parce que c'était des rencontres culturelles, et puis l'effort pour communiquer. Alors certes, on peut tous parler l'anglais, mais la communication, c'est pas que l'échange verbal. Donc il y a plein de... Et puis des comportements, des manières d'être face à la nourriture, face à l'hygiène, face au sommeil, voilà, tout ça. Et il y avait vraiment cette volonté, moi, que j'ai senti tout le long de prendre soin les uns des autres. Cette flottille, c'est un exploit d'abord, parce que ça a été sur le temps de formation. Ça a été annoncé au cours du début juillet, même fin janvier, annoncé juillet, et le départ c'était le 31 août, donc c'était très rapide. Acheter les bateaux, trouver l'argent, tout d'abord, trouver les skippers. D'abord il fallait des capitaines qui savent naviguer, après trouver tout le personnel, trouver... il y a eu un bateau qui s'appelait le Shirin qui avait que des avocats.
donc assurer une assistance juridique pour tout le monde. Le Chili était plein d'avocats internationaux qui a accompagné la flottille. Ils ont pris le soin aussi de mélanger l'équipage de nationalités différentes pour qu'il y ait une certaine protection consulaire pour l'ensemble de l'équipage. Et puis il y a ces entraînements autour des camps et des ports de départ de Barcelone, d'Italie, de Sicile, de Tunis. Et nous, on était sur les îles grecques aussi, cet entraînement à la non-violence, entraînement aussi sur le plan juridique, sur le plan de communication, et aussi pour vivre cette aventure dans les bateaux qui sont avec un espace exigu. La plupart des bateaux, il y avait le double de ce qu'on devait mettre dedans comme équipage. 12 au lieu de 6, il y avait les plus gros étaient à 34, certains étaient à 34, un peu plus grands. Et ainsi de suite. Mais cette flottille, c'était, moi je suppose, un exploit. Ça a pu rassembler, c'est déjà 4 grandes organisations. Il y avait la flottille de la liberté, il y avait la marche mondiale Tougaza, et il y avait la Somo de la flottille de Somo du Maghreb, et il y avait la Sumatra ou la Malaisienne. Donc ces grandes organisations, c'est eux qui ont donné naissance, et une coalition des militants de différents horizons, de différentes nationalités et origines. C'est vraiment un exemple, parce qu'il y a 160 nationalités qui ont participé, 38 000 je crois qui étaient des volontaires, 6 000 inscrits, 500 qui ont pris la mer, donc 500 volontaires qui ont pris la mer, et des équipes de soutien, de logistique, de communication qui travaillaient jour et nuit aux 4 coins du monde. C'était quelque chose de très fort. C'est ce qui m'a marqué, en tout cas. Oui, tout à fait, il y avait 45 ou 42 nationalités et près de 500 personnes, donc c'était vraiment... la symbolique était très forte du nombre de pays. Personnellement, je l'ai suivi sur le live du site de la Global Sumud, et on voyait les bateaux au fur et à mesure devenir rouges. Ça veut dire que c'était intercepté. Et l'entraînement vous a évité des violences au moins lors de l'inception. Au moment d'attaquer les bateaux, nos entraînements nous ont clairement protégés. Ça s'est passé comme ça, et comme c'était prévu en fait. Et bon, je sais pas, visiblement, il ne s'est pas passé exactement les mêmes choses sur tous les bateaux. Mais en tout cas sur le Mia Mia, lorsqu'ils sont montés à bord, bon, certes, ils nous tenaient en joue, mais le climat était humain. Enfin, c'était un gros contrôle de police, on va dire. Enfin, je me suis fait plus maltraiter par des CRS français que par ces soldats israéliens parfois. Tu vois, enfin, non, ce que je veux dire, c'est que c'était bon, allez, maintenant vous vous déplacez à l'avant du bateau, donnez-vous vos papiers, ils nous fouillaient, mais enfin, je sais pas, c'était... moi, en tout cas, je sais que sur notre bateau, ça s'est pas passé comme ça, que ça a été plus violent, mais sur le nôtre, c'était humain, quoi. Ils ont fait ensuite rentrer dans le bateau, ils ont pris possession du bateau. C'est un acte de piraterie armé, ils nous volent nos bateaux, ils prennent la barque illégalement dans un endroit où ils n'ont pas le droit de le faire, etc., mais c'est humain. Par contre, on est arrivé au port d'Ashdod, on a mis le pied sur le quai, mais je m'en bats, c'est le premier pied sur le quai. Et là, on s'est fait attraper par des mecs en noir, en cagoulé, clé de bras tout de suite, amené dans un endroit du port barré par des barrières bâchées, mis à terre. Et là, ça a été une séance d'humiliation qui a duré 5 à 6 heures pour certains. Moi, j'ai présenté ma carte de presse. Ils m'ont arraché les mains, ils m'ont jeté par terre, ils m'ont mis la tête dessus. Maintenant, tu restes comme ça, à genoux. Ils en ont certains, Greta, ils l'ont obligé à se prosterner devant le drapeau israélien, ils l'ont laissé pendant toutes ces heures-là.
face à un drapeau israélien, à genoux, etc. Et peu importe l'âge, hein. Il y en avait qui n'étaient pas tout jeunes parmi nous. Hein. Et ils se faisaient traiter exactement de la même manière que les autres. Ça a duré, ça a été long. Et justement, moi je sais que ce que j'ai vécu comme des trucs d'humiliation pendant cette période, et après on parlera de la prison, mais c'est tout ce qui n'avait pas été prévu dans les scénarios. C'est-à-dire que par exemple, on avait prévu de jeter tous nos matériels électroniques, parce que c'était là où étaient les leaders du mouvement, où étaient les noms des capitaines, où étaient... Donc il fallait qu'on se débarrasse. C'était prévu, donc c'était pas un problème, c'était pas douloureux de jeter son téléphone, de s'en échapper. Par contre, quand le mec t'arrache le bracelet offert par ta fille avant de partir, là ça te fait un truc, ça tu l'as pas prévu, quoi. Enfin, moi, en tout cas, moi c'est ces moments-là que j'ai vécu comme des vrais moments d'humiliation, et puis ensuite les actes de torture, parce que donc ils nous font ça, il y a le ministre de la Sécurité intérieure qui vient nous provoquer, qui nous traite de terroristes, qu'on désire la mort des enfants juifs, et puis lui, il est tellement, il est ignoble, c'est une boule de haine incarnée, quoi. Enfin, et ensuite, bon, ils nous font un parcours du prisonnier dans le hall de la douane d'Ashdod, où ils nous dévalisent de toutes nos affaires, où ils nous font un mini-interrogatoire, et où on comprend qu'on va être mis en prison. Et là, pareil, alors, tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses, mais sur cette dernière étape, ils nous prennent nos passeports et nos bijoux, qu'ils mettent dans une petite truquerie, ils nous ligotent les mains avec des cercales en plastique, ils nous bandent les yeux, et ils nous emmènent dans des camions cellulaires, des camions dans le mien c'était tout en métal, tout était en métal, et là, la climatisation mis au plus froid. Le camion il n'a pas bougé, nous on est resté toute la nuit sur le port avec cette clim mise au plus froid, et on flippe parce que vraiment on meurt de froid, on est dans un camion frigorifique à ce moment-là, et on appelle à l'aide, on a peur, on se blottit les uns contre les autres pour pas mourir de froid, quoi. Dans d'autres camions, donc, ça a été le chaud à fond, les gens allaient étouffer. Dans certains, ça a été l'aller-retour entre le chaud et le froid. Ça, c'est clairement de la torture. Je veux dire, ça peut pas s'appeler autrement, c'est même pas... C'est de la torture. Et ensuite, donc, après, ils nous ont amenés dans ce Guantanamo israélien au cœur du Negev. Ils nous ont enfermés dans des caves, ils nous ont déshabillés dans des cages, ils nous ont déshabillés pour nous mettre des habits de prisonniers, et puis ensuite enfermés dans des cellules prévues pour 8 personnes. On était entre 12 et 15, 18, avec certains privés de médicaments. On avait bataillé les 2 premiers jours, c'était ça qui nous était pour engueuler pour que les camarades qui étaient ainsi indépendants puissent bénéficier de leur insuline. C'était la revendication. Il y en avait certains qui faisaient la grève de la faim, ceux qui ne la faisaient pas, j'en faisais partie, on a eu droit à 2 repas finalement pendant les 5 jours. Pas de douche, pas de balade, pas d'avocat, des nuits où on est réveillé toutes les 2 heures par des mecs armés qui nous demandent de nous lever pour soi-disant nous compter. En 4 jours, je crois que j'ai changé 4 ou 5 fois de cellule. Enfin voilà, c'était des conditions, et tu te dis que nous, on n'est pas palestiniens. Parce que certes, ils te braquent, ils te tapent, mais sur les murs, dans certaines cellules, il y a des trous de balles. Il y a des filles qui ont vu une main, des traces de sang. Donc ouais, non, et on est coupé du monde, c'est-à-dire qu'en tout cas, jusqu'au moment où on reçoit la première visite consulaire, et bon, on pourra en parler, mais nos familles, on est coupé du monde. Enfin moi, j'ai des moments où j'ai eu peur. Encore une fois, c'est pas les moments qui n'étaient pas prévus, c'est ces moments où tu te dis, mais enfin, on est face à des grands malades quand même, et personne ne sait où on est, qu'est-ce qu'ils nous font. Et je veux dire, si
disons des Indes, 10 d'entre nous, ils pourront toujours dire qu'ils ont essayé de les agresser. Enfin, personne n'est là, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. Ils racontent ce qu'ils veulent, quoi. On est à leur merci. On a eu les mêmes conditions. C'est vrai que les soldats de la marine étaient plus professionnels, donc on n'a pas été trop malmenés sur les bateaux quand ils les ont accostés. On a attendu, nous, de 5 h du matin pour remonter de la frontière égyptienne jusqu'à Ashtoud. On est arrivé, il était 17 h de l'après-midi, avec des pannes, avec certaines restrictions, ne parlez pas, ne bougez pas, restez sur certaines positions. Mais c'est vrai, le gros, c'était à l'arrivée au port d'Ashtoud, où justement les séances d'humiliation, dès qu'on a posé le pied, et voilà, tout le monde à genoux, ne parlait pas, et il nous rabaissait, il nous tenait par la nuque pour rabaisser. Et beaucoup, ils ont eu les bras tordus, dont nos députés, à qui on a enlevé les drapeaux et qu'on les a piétinés devant nos yeux. Ils ont enlevé effectivement tout ce qui est bijoux, tout ce qui est bracelet. Après, pendant le discours de Ben-Gvir, le ministre de l'Intérieur, tout le monde a reçu, donc ils ont plaqué tout le monde par terre parce qu'ils ont scandé Free Palestine, Stop Genocide. C'était ça. Et c'est dans les camions, tous les sièges en métal, et où ils ont commencé par mettre le chauffage à fond jusqu'à ce qu'on a pratiquement perdu connaissance. Quand ça a duré 1 h 30, après ils ont mis le froid à 5 degrés et tout le monde grelottait. Les gens sur place, ils ont gardé un moral très fort. Tout le monde scandait les slogans, les chansons internationales aussi, les chants irlandais, les chants les suédois. On avait l'expert de Barcelone, il y avait l'expert de Genève, et il y avait les non-députés, 4 députés de LFI, dont celui de Toulouse et d'autres. Et beaucoup de gens, de simples gens, qui ont mis leur sécurité justement en risque pour participer à cette flottille, à cette traversée, qui réclamait l'arrêt du blocus injuste, illégal, qui tient le peuple palestinien dans une situation inhumaine, invivable depuis 17 ans, et qui a durci encore plus depuis 2 ans. On le sait, on le voit, on le vit avec eux aussi. C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de rester et de voir des choses se passer sans rien pouvoir faire. Israël n'a démenti aucune des attaques qui se sont passées en mer. Elles étaient crescendo, les deux qui ont été crescendo, et le fait que les services allemands disent à leurs élus ils sont prêts à aller plus loin, c'est pas inenvisageable. Ce qui nous protège, c'est le moment où les pays envoient, l'Italie, l'Espagne, envoient des frégates pour protéger la flottille. Et ils n'envoient pas des bateaux comme ça parce que, enfin, notamment les Italiens, parce qu'ils ont des dirigeants hyper humanistes, tout ça. Ils le font parce qu'il y a des mobilisations. Et je pense que ça nous a éloignés d'une situation où, enfin bon, nos vies elles ont été en danger lors des bombardements en mer. C'est la mobilisation, c'est les dockers de Gênes qui font bouger Mélanie. Enfin, je veux dire, Mélanie, elle ne va pas protéger des cocos et des anards qui sont dans des bateaux, c'est ses principaux opposants, quoi. Donc, elle y va parce que sinon les Italiens ont décidé de mettre le pays à feu et à sang si les gouvernements ne se bougent pas. Ça nous a sauvé. Moi, je pense que ça nous a sauvé la vie, cette mobilisation à terre. Comment, en fait, vous,
vous avez vécu cette défaillance médiatique? Le chef de la République, c'est littéralement le discours de l'extrême droite israélienne qui est diffusé ce matin, très clairement. Après, et en plus avec un ton sarcastique qui frise l'homophobie et l'islamophobie. Enfin, c'est un cours de saloperie, quoi. Et c'est diffusé comme ça, sans que grand monde s'en émeuve. Le reste de la presse parle au conditionnel des bombardements, alors que c'est une information, c'est une faute professionnelle, c'est une information qui est vérifiable, qui est vérifiée. Dans tous les autres journaux en Angleterre, en Espagne, en Italie, les journalistes disent « Ah, la flottille, quoi qu'on en pense, même si on est contre, elle vient de se faire bombarder. » Aurait peut-être été bombardée selon les hommes. Et ça, c'est un choix politique, c'est un choix rédactionnel. C'est le fait qu'un journaliste de l'humanité se soit fait enlever, je veux dire, pendant 48 heures, le journal n'a pas eu de nouvelles de moi. Il a su, je leur ai envoyé un dernier vocal vers 2-3 heures du matin. Et puis après, silence radio. Le directeur du journal lance l'alerte. Il n'y a aucun journal français qui s'émeut de la disparition d'un confrère attaqué dans les eaux internationales par une bande de pirates en uniforme. Enfin, les syndicats journalistes, eux, réagissent tout de suite. Dès qu'ils apprennent le truc, la Fédération internationale des journalistes, le SNJ, le SNJ-CGT, et puis les autres centrales réagissent tout de suite, alertent le gouvernement, etc. Mais les rédactions, rien. Et quand je discute avec les confrères qui m'interviewent au retour, il y a eu un interview dans Télérama, il y a eu les copains de Reporters sans frontières. Tout le monde est un peu gêné en fait. Alors après, l'État français venait de reconnaître l'État de Palestine, et alors c'est Macron, hein, on est dans le en même temps, d'accord, donc on reconnaît l'État de Palestine, et donc on peut laisser quand même mourir 1000 enfants de plus, quoi, maintenant. Tu vois, enfin, c'est ça le jeu de Macron sur tous les sujets, quoi. Donc non, on vient de reconnaître l'État de Palestine, on ne va pas en plus envoyer un bateau militaire pour les protéger, ou appeler toutes les rédacs pour qu'ils parlent de ce qui est en train de se passer, parce qu'on est derrière nos ressortissants qui font de l'action humanitaire. Quel était l'objectif de cette humiliation quand vous arrivez? Oui, on espérait peut-être arriver à Gaza, mais surtout on espérait porter la voix de Gaza. Et ça a été réussi. Des millions ont vu, des millions ont suivi, et des millions aussi sont sortis dans les rues aux quatre coins du monde. Et c'était un succès. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait un gain de l'opinion publique internationale énorme. Il y a eu la série aussi de reconnaissance de l'État palestinien. Et c'est pas fini, donc les actions sur terre se poursuivent, les préparatifs pour d'autres peut-être flottilles sont en cours. La météo ne s'y prête pas l'hiver, mais si les choses ne s'arrangent pas, il faut repartir. Il ne faut pas désarmer, il faut rester vigilant, il faut rester mobilisé, il faut les soutenir. C'est une action qui nous concerne tous. La justice, c'est l'affaire de tout le monde. Qu'on soit ici, qu'on soit à Gaza, qu'on soit au Soudan, qu'on soit au Congo, ça nous regarde tous. L'humanité, elle est unique et on est tous concernés. Et si on laisse faire, on a vu que même ici, la dictature ressort, rebondit et on peut être aussi dans les mêmes difficultés si on laisse faire. Le combat en soutien à la lutte du peuple palestinien, c'est un combat qui, enfin en tout cas, tous les gens qu'on avait comme témoins dans ce numéro de l'UMA, qu'ils soient américains, tunisiens, espagnols, français, disaient en fait ce combat, il agglomère tous les combats pour la justice sociale, contre l'impérialisme, contre tout type de domination, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on parlait de Sophia Aram, son délire sur
soi-disant les homos et les islamistes qui devraient habiter ensemble, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des cultures différentes dans le mouvement de la Global Solution et des comportements différents. C'est vrai que sur un des comités de direction, il y en a eu un qui a claqué la porte en disant il y a trop de PD dans cette histoire. C'est vrai, ça a existé. Mais il est parti. Lui, il est parti. Personne ne l'a retenu. Un des porte-parole de la délégation française, qui est un mec d'extrême droite turque. Moi, j'appelle tout de suite Yacine et Florence qui prennent la décision, certes brutale, mais tout de suite, sans une seconde de réflexion, de l'exclure. Je parle de ça parce que autour de la question palestinienne, la lutte contre l'extrême droite, elle reste primordiale. Et ce mouvement est mondial, et l'extrême droite, on est en train de s'en rendre compte, elle est mondiale et elle est de plus en plus forte partout. Trump et Erdogan, ils ne sont pas tout à fait la même couleur de peau et ils ne prient pas le même Dieu, mais c'est deux personnalités d'extrême droite. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Et là-dessus, c'est des débats dans un mouvement naissant, comme celui de la Global Summit Flotilla, qui est hyper vif, et aussi parce qu'il y a des pays du Nord et du Sud. Pour des jeunes, des trentenaires tunisiens qui ont fait la révolution il y a 10 ans, qui ont construit leur vitalité politique, leur engagement politique sur cette révolution, etc. C'est pas leurs frères musulmans qui vont aider en Palestine. Ils vont combattre, ils mènent cette action pour la justice, pour la libération d'un peuple colonisé, contre l'impérialisme. Et voilà, c'est quelque chose qui est en train de... Enfin, il ne faut pas qu'on se perde, c'est complexe, c'est toutes ces choses qui se passent, mais le fait de travailler mondialement, internationalement, et d'être attentif à ça, ça va nous faire grandir, ça va nous faire avancer, on va faire reculer l'extrême droite partout, qu'elle soit israélienne, américaine, turque, française. Il y a la non-application du droit international et le droit de navigation internationale qui n'est pas appliqué, parce que là, normalement, il y a des sanctions automatiques qui devraient tomber du moment où tout le monde l'a vu, s'est tracé, il y a des trackers sur tous les bateaux, donc ils nous ont attaqués en pleine zone internationale. Ils nous disent, à la fin, ils nous donnent des papiers pour signer, reconnaissez que vous êtes rentré illégalement à Israël. Alors, il a dit, on n'est jamais venu en Israël, nous on est parti pour Gaza et on était encore sur les eaux internationales. Donc voilà, c'est sûr que... Alors ils disent soit que c'est l'État qui va les prendre, ces bateaux, ce matériel, ou qu'ils vont les faire couler en haute mer. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. C'est sûr que les différentes fédérations de la flottille vont porter plainte. C'est en cours. Le souci, c'est qu'au niveau de la CPI, les procédures prennent du temps. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est 50 000 à Paris, mais c'est énorme à Rome, c'est énorme à Barcelone, c'est énorme dans toute l'Europe. Et en effet, en France, on a entendu très peu. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense que le média, comme outil démocratique, comme outil culturel, il sert justement à faire exister le débat, à ce que les débats puissent avoir lieu de façon pacifiée, à ce qu'on puisse créer des rapports de force qui ne deviennent pas des rapports de violence. Mais si... c'est encore un pan de la démocratie qui nous est enlevé, et plus on va nous enlever des pans de démocratie, plus on va tomber dans... la démocratie, c'est la garantie qu'on ne se tape pas les uns sur les autres. Voilà. S'ils démontent la démocratie, on va finir. Ça va mal finir. Entre le projet de création d'un État israélien qui puisse vivre à côté d'un État palestinien, par exemple, comme ça a été longtemps une des possibilités défendues par tout le monde,
c'est avec un État israélien qui a un autre projet que le projet messianique. D'accord ? Là, on est face, le gouvernement israélien qui est au pouvoir en ce moment, c'est encore autre chose. C'est des fous, c'est des intégristes. Ben Gvir, là, j'ai encore vu un discours, il appelle, il parle à Netanyahou en lui disant pour empêcher qu'un État palestinien existe, il va falloir que vous commettiez des assassinats ciblés. Mais clairement, à la tribune de l'Assemblée en ce moment. Et il va falloir qu'on emprisonne Mademoiselle à Kajot, dans la fameuse prison dans laquelle on est allé, pour qu'il vive ce qu'on fait vivre à tous les terroristes. Parce que lui aussi, c'est un terroriste. Enfin, il parle du président, maintenant reconnu par la France, enfin reconnu par tous les 150 pays au monde. C'est important donc de parler de ce plan Trump, parce que je pense qu'une fois encore, on décide de l'avenir des Palestiniens sans les Palestiniens. Si c'est à refaire, oui. Enfin, il n'y a pas de... oui. En organisant peut-être mieux, en faisant plus nombreux. Et oui, il va y avoir une flottille. Il y a 2 flottilles qui sont en train déjà de se préparer. Il y a les 1000 Madeline qui sont en train d'acquérir des bateaux pour en refaire partir le plus rapidement possible. Et pour ce qui concerne la Global Soumoud, ça devrait, au printemps, il devrait y avoir une nouvelle flottille qui démarre avec, on espère, plus de bateaux, tout ça. Si la question sur qu'est-ce qu'on peut faire concerne les flottilles, il y a une association qui existe, bon, qui constitue la délégation française de la Global Soumoud. Elle est en train de se restructurer après cette première expérience. Mais je pense qu'elle va avoir besoin de relais partout dans le territoire pour faire plein de choses, pour communiquer, pour trouver les bateaux, pour trouver des marins, pour trouver des gens qui montent à bord, pour réunir des denrées humanitaires à amener, pour mobiliser le soutien, etc. Enfin, ça va grossir, ça. Et après, je pense qu'il faut qu'on interpelle nos politiques. Ce que dit monsieur sur la complicité des États, enfin, le seul qui varie, qui change un peu de la description que veut faire le monsieur, c'est Sanchez en Espagne, quoi. Parce que des luttes de gauche, poussées par une population mobilisée pour la justice de tous les peuples dans le monde. Enfin voilà. Donc il faut se mobiliser pour inverser la donne dans tous nos pays. Enfin, et que nos États prennent leurs responsabilités et prennent les sanctions qu'ils ont listées. Il faut continuer à dénoncer le poids de mesure qui est fait entre le conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, où l'agresseur est bien évidemment sanctionné, on donne des moyens aux gens qui résistent, qui lui résistent, etc. Et c'est pas fait en Palestine. Donc il faut continuer à dénoncer ça et interpeller les VA. Dites-le aux rédactions que c'est pas normal qu'ils ne parlent pas de nos mobilisations. De la même manière qu'on l'a fait avec le Quai d'Orsay, toutes les rédactions, elles ont des numéros de téléphone. C'est facile d'appeler un rédacteur en chef. Hein. Et sur tous les sites de tous les journaux, ils disent ça, il faut le faire. Allô, pourquoi vous n'avez pas parlé de ce manif et les appeler aussi, on va faire ça, on aimerait bien vous en parler. L'aide qu'on donne à Israël, c'est nos impôts. Donc on participe. Donc il faut reverser la donne. Il faut appliquer cette pression sur les gouvernements, sur les politiques, sur les élus. Il faut voter utilement et il faut justement occuper la rue, occuper les médias, les téléphones, les lignes téléphoniques, les mails. Et c'est un combat à longue haleine pour la Palestine, mais pas que pour la Palestine, en fait c'est pour nous aussi.
Moi, sincèrement, moi, je trouve que c'est une chance d'avoir pu participer à cette action et également les autres actions sur lesquelles j'ai pu partir, c'est rien du tout ce qu'on a pu donner, ce qu'on a pu ramener, mais c'est symbolique. Parce que les Palestiniens, quand on repart de là-bas, ils nous disent oui, c'est l'espoir, vous nous avez donné l'espoir. Merci de nous avoir donné de l'espoir. Et cette Palestine, elle aussi, elle nous donne de l'espoir à nous justement. Je pense qu'on l'a vécu bien, parce qu'il y avait une solidarité dont tu as parlé, on a vite repris, et il y avait une solidarité, il y avait des chants, il y avait des discussions entre les grillages, à travers les portes blindées, et on ne sentait pas le temps passer. On n'avait pas d'heure, du tout la notion du temps. Et la majorité avec qui je suis resté en contact le vivent bien, parce qu'il y a une satisfaction. Ils se sont sentis utiles. Le moment en prison, il est assez étonnant parce que, en effet, on continue avec la flottille, tous ensemble et à être tous ensemble, et il y a un vrai élan de solidarité. Enfin, et puis on a besoin de et puis c'est très humain tout ce qu'on vit à l'intérieur, donc c'est fort. On rentre, on témoigne beaucoup, donc on continue à être utile, à continuer à faire le truc. Moi j'ai croisé quelques copains qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup témoigner, de beaucoup en parler, pour qui c'est plus compliqué. Et moi personnellement, je suis rentré avec l'impression que c'était super, et même que j'étais regonflé sur plein de trucs et tout ça. Et c'est quand j'ai interviewé pour le journal Thomas Guénolé, qui était sur la flottille avec nous, parce qu'il préparait une conférence théâtrale sur l'expérience de la flottille, et donc je l'interviewe. J'ai vécu une situation de merde, difficile, on m'a fait ci, ça, quand tu t'enregistres, pour pouvoir écrire quelque chose d'intéressant, tu essaies de gober un peu de ce qui t'envoie comme émotion. Et là, et ça s'est passé un mois après que je suis rentré, et là il y a plein de trucs, pour le coup dur, qui me sont revenus. Des trucs un peu, voilà, il y a des émotions qui ne m'avaient pas traversé pendant un mois sur le truc. Ils ont cherché à nous traumatiser. Est-ce que ça va nous empêcher de repartir? Non. Est-ce que ça va nous empêcher de dire à d'autres, continuer de partir, c'est une expérience humaine formidable? Non. Enfin, je veux dire, j'ai une manif, on part en colère, etc. Et c'est souvent des moments de fête qu'on vit en manif. Enfin, c'est-à-dire que ce monde, il a besoin d'être bousculé, il a besoin d'être changé. On a face à nous des gens qui ne le souhaitent pas et nous combattent. Voilà, on est prêts pour continuer le combat en fait. Et ce qui nous permet de le continuer, c'est d'être tous ensemble, d'être des camarades, des frères et sœurs, enfin voilà. Merci beaucoup.